Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, vous m'entendez? Donc, bienvenue à cette conférence consacrée à l'Afghanistan. Pour commencer notre discussion, je voudrais partager avec vous les mots de l'écrivain afghan Atiq Rahimi. Dans ce pays, même les pierres ont une histoire à raconter. Cette citation nous rappelle la profondeur historique et la complexité de l'Afghanistan, un pays qui, malgré les défis, continue de porter en lui des récits millénaires et une résilience remarquable. Depuis leur accès au pouvoir en 2021, et malgré quelques divisions internes, le gouvernement autoproclamé cherche à asseoir sa légitimité tout en conservant le soutien de la communauté internationale. La reprise du pouvoir par les talibans a précipité le pays dans une crise économique, sociale et humanitaire, où la population subit une répression extrême et de graves violations des droits humains. Plus de 29 millions d'Afghans ont besoin d'aide aussi bien médicale qu'alimentaire. L'isolement sur le plan international et les différentes sanctions imposées au gouvernement ont conduit les Nations Unies à réduire leur programme d'aide humanitaire. Les expulsions des réfugiés afghans par la Turquie, l'Iran et le Pakistan ont accentué la crise actuelle. La détérioration de la situation des femmes et des jeunes filles, du fait de l'adoption récente de la loi sur la promotion de la vertu et de la prévention des vices, a entraîné une contestation unanime. Malgré les condamnations de la communauté internationale, les talibans rejettent toute forme de critique. Ainsi, ils interdiront l'entrée du rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme, M. Richard Bennett. Les violations des droits de l'homme et des libertés s'étendent aussi aux personnes en raison de leurs liens présumés avec une ONG ou des forces militaires étrangères. Une politique discriminatoire a été aussi mise en place à l'égard de certains groupes ethniques, mais surtout de certains groupes religieux. Ces restrictions discriminatoires imposées par les talibans violent les garanties relatives aux droits humains, contenues dans de nombreux traités internationaux auxquels l'Afghanistan fait partie, tels que le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention internationale relative à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes ou la convention relative aux droits de l'enfant. En faisant de la charia l'unique source de droit, les talibans ont étendu des pratiques traditionnelles et ancestrales aux droits positifs, dénaturant ainsi les fondements même des textes coraniques et hadiths. La pérennité de leur pouvoir est conditionnée à leur capacité à répondre aux besoins urgents de la population, tout en respectant les droits et les libertés. Ces aspects constituent une condition sine qua non pour toute reconnaissance par la communauté internationale. La mise en place d'une gouvernance inclusive relancera l'économie afghane par le retour des investissements étrangers. Cette ouverture favorisera le retour de l'Afghanistan sur la scène régionale, faisant ainsi du pays un partenaire clé. Ici, il s'agit avant tout d'évoquer un scénario assez prospectif en fonction notamment de la situation actuelle. Alors tout d'abord, les femmes. Aujourd'hui, on sait très bien que l'histoire de la condition des femmes afghanes est le fruit d'avancées et de régressions. L'arrivée au pouvoir a entraîné une nouvelle forme de régression des droits des femmes, notamment par la publication d'une cinquantaine de décrets par l'émir El-Mouminin et Batullah Akhundzadeh. Les talibans n'ont cessé d'introduire de nouvelles restrictions dans le but manifeste d'effacer complètement les femmes et les filles de l'espace public. Ces politiques ont renforcé l'oppression subie par les femmes et les filles dans presque tous les aspects de la vie. Ainsi, à commencer par la législation, dès leur arrivée au pouvoir, les talibans ont évincé les femmes du processus de décision politique du pays. Les talibans rejettent la constitution afghane de 2004 qui proclamait l'égalité entre la femme et l'homme en son article 22. Le ministère des Affaires de la femme a été remplacé par le ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice. À cela s'ajoute la restriction à la liberté notamment de circulation. Les femmes sont obligées d'être accompagnées par un mohram, un chaperon masculin, pour toute sortie. Par ailleurs, d'autres mesures spécifiques ont limité l'accès des femmes à certains, loisirs, l'accès aux parcs publics, ainsi que notamment des gymnases ou des établissements de bains. Les restrictions vestimentaires, à savoir l'obligation du port du tchadji, est devenue qui était une recommandation, est devenue en fait une obligation. Par ailleurs, on note aussi que les femmes et les filles ne sont plus autorisées à suivre les enseignements au-delà de l'enseignement primaire. Ainsi, en 2022, les autorités ont aussi donné instruction de ne pas inscrire les femmes dans les universités. Ces restrictions aussi s'étendent en matière de travail. Il n'y a pas réellement d'interdiction de travailler qui soit assez généralisée, applicable aux femmes. Mais ces mesures privent aussi les femmes de pouvoir occuper certains postes. Elles n'ont pas accès à certains emplois d'ONG ou à certains secteurs. On note aussi la fermeture notamment de plusieurs salons de beauté qui ont aussi impacté les femmes qui subvenaient aux besoins de leur famille. En février 2025, la radio éducative des femmes fermera. Sur les plateaux télé, on oblige les journalistes femmes à porter le voile de façon intégrale. On ne voit plus leur visage. Certaines abandonneront le métier de journalisme.
A noter aussi qu'Aïboutala Kounzada a aussi annoncé le retour de la lapidation des femmes sur la voie publique. Alors, il faut notamment mettre aussi en évidence que ces restrictions sont moins visibles à Kaboul, mais un peu plus visibles en province. En d'autres discriminations, on peut aussi noter leur interprétation extrême de la charia, notamment l'accès aux soins de santé sans être accompagné d'un parent masculin, de pouvoir chanter ou de parler devant des hommes, ainsi que de pouvoir regarder à travers les fenêtres. Le rapporteur spécial considère que cette discrimination systémique peut être qualifiée d'une apartheid sexiste. À cela, nous pouvons aussi ajouter les mariages précoces et forcés. Il est important notamment de mettre en évidence que le 3 décembre 2021, les autorités talibanes avaient déjà adopté un décret spécial relatif aux droits des femmes, puisque les femmes doivent donner leur consentement. Au regard de la situation actuelle et de la crise humanitaire, des parents vont donner leurs enfants en mariage en raison notamment de la dot reçue. Donc ce qui en fait est poussé par la situation sociale. À cela, on pouvait aussi notamment évoquer les minorités, qui font aussi l'objet d'une forme de régime d'exclusion institutionnalisé. Les groupes ethniques tels que les Hazaras, les Ouzbeks, les Turkmènes et Tadjiks sont de plus en plus marginalisés. Certains membres de ces communautés sont expulsés de force de leur logement et de leurs terres. Quant aux Baloutches, ces derniers sont persécutés aussi bien du côté pakistanais qu'afghan. À noter aussi, dans le cadre de différends juridiques liés aux exploitations agricoles, les talibans statueront en faveur des Koutchis, nomades appartenant aux Pachtuns. Ils ont par ailleurs forcé des populations locales à Hazara à verser des indemnités dans des affaires de disparition de bétail remontant à plus de 20 ans. On pourrait aussi noter l'atteinte à la liberté de culte. Les minorités religieuses les plus touchées, les communautés chiites, sikhes, hindous, chrétiennes, ahmadis, ismaéliennes, ont toujours été en but de la marginalisation. Par exemple, les chiites n'ont pas eu le droit de célébrer Ashura. Mais cette restriction et cette discrimination s'appliquent aussi à l'égard de certains groupes sunnites. Il ne faut pas oublier que le groupe armé État islamique province du Khorasan a ciblé plusieurs minorités religieuses. Enfin, il y a aussi les membres d'ONG, d'associations, de journalistes et de tout activiste de la société civile qui seraient considérés comme des cibles en raison de leur collaboration présumée. Il y a aussi notamment des personnes suspectées d'être membres ou non de l'État islamique qui sont aussi considérées comme de masse. Et enfin, le groupe de résistance anti-taliban qui ont émergé, qui reste le Front national de résistance, dirigé par le fils du commandant Massoud. Alors aujourd'hui, dire qu'il n'y a pas de gouvernance en tant que telle serait assez faux. Il y a une forme de gouvernance, mais ce n'est pas réellement la gouvernance inclusive pour laquelle on pourrait s'y attendre. En effet, la gouvernance inclusive ici doit permettre la participation de tous les citoyens dans les processus décisionnels, favorisant l'égalité, le respect, la diversité et la responsabilité des institutions envers les plus marginalisés. Elle constitue donc un enjeu majeur pour l'Émirat islamique, qui devra non seulement réformer le droit afghan et partager le pouvoir avec d'autres acteurs de la société civile. Alors, bien évidemment, cela commence par une refonte même des textes islamiques. L'islam n'a pu apporter les changements aux us et coutumes pratiqués en Afghanistan. Les pratiques dites musulmanes concernant la situation des femmes ne correspondent pas vraiment aux préceptes et valeurs de l'islam. L'islam a toujours considéré les femmes comme l'égale des hommes. Ils jouissent de la même dignité humaine et assument les mêmes devoirs. En corrigeant cette déviation intellectuelle et comportementale, le Coran affirme ici la parité originelle entre la femme et l'homme. La femme reste un être doté d'une personnalité juridique, d'une identité propre, dont la valeur morale doit être préservée. La femme a donc le droit musulman de pouvoir participer à toutes les activités de la société. Par ailleurs, la loi islamique impose l'éducation et l'instruction à l'égard des hommes, tout comme à la femme. En effet, la quête du savoir reste une obligation pour tout musulman. Concernant le mariage, il est possible aussi de réformer. Le consentement reste une obligation et l'âge pubère. Cependant, les plus grands savants et oulémas ont fait évoluer des textes par une interprétation téléologique. Ainsi, les représentants de l'institution sunnite Al-Azhar basée au Caire ont émis une fatwa pour interdire le mariage des mineurs. L'accès au savoir, l'éducation, la maîtrise du corpus juridique du droit musulman et l'histoire sont des éléments à prendre en compte dans le changement des mentalités des talibans. L'islam respecte et intègre les minorités religieuses, qu'elles soient ou non musulmanes. La spiritualité relève de la sphère privée. Il est donc du devoir des talibans de forcer les portes de l'ijtihad en intégrant une certaine critique de la raison islamique. L'émir Abdelkader parlait des droits de l'humanité tout entière, qui sont au-dessus de la loi, y compris musulmane. Une application stricto sensu et erronée de la charia s'oppose donc ici au progrès et à la modernité. Il est donc possible de reconnaître l'islam comme religion d'État, tout comme certains pays du Golfe ou du Maghreb, tout en reconnaissant les minorités religieuses, en garantissant les droits et libertés de toute personne, qu'elle soit ou pas de confession musulmane.
Alors ici, la mise en place d'un gouvernement inclusif dans un émirat islamique pourrait être possible. Donc qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Tout d'abord, établir une constitution pour garantir le respect des droits et libertés, la séparation des pouvoirs, possible référence aux préceptes de l'islam comme le fiqh hanafi dans le préambule, par exemple. La décentralisation du pouvoir en accordant plus d'autonomie aux provinces pour gérer leurs affaires. La mise en place d'un dialogue national entre représentants de la société civile, politique et religieux. C'est aussi notamment d'inclure dans un cabinet des hommes et des femmes pour une répartition équitable, d'améliorer la gouvernance et le système de bureaucratie, diversifier le conseil religieux taliban en charge d'éclairer les décisions des politiques dans l'interprétation de la charia et l'adaptation des textes aux évolutions de la société, réformer les madaris et le droit afghan, mais surtout réintégrer les femmes dans le système politique, économique et social. Il est possible aussi de développer des produits financiers, notamment islamiques, ce qui est aujourd'hui un des objectifs notamment des talibans, ce qui permettrait par exemple une meilleure intégration des femmes dans le développement des activités économiques et sociales. Alors prenons notamment donc, la perspective. Dans le cas où on met en place une gouvernance inclusive en Afghanistan, quelles seraient les conséquences? Bien, tout d'abord, c'est la levée des sanctions économiques. N'oublions pas que depuis l'arrivée des talibans, une série de sanctions économiques a conduit à l'effondrement du système bancaire du pays. Le produit intérieur brut s'est contracté entre 30 et 35%. L'ONU, les talibans ont permis de continuer à assurer les services de santé et d'assistance alimentaire par des injections régulières d'argent. Cependant, les ressources de l'État restent limitées, car ils proviennent essentiellement des droits de douane ou bien alors de l'impôt prélevé à titre de zakat. Même si le gouvernement interdit la culture et la vente de drogue, des champs d'opium ont été détectés. La corruption, l'instabilité politique constituent des freins à tout investissement. Cependant, on peut aussi constater le paradoxe en fait de la législation afghane, puisqu'elle a un climat des affaires qui est assez intéressant par la loi de l'investissement de 2003 réformée en 2006. Elle procure un cadre juridique assez favorable pour tout investisseur étranger. L'Afghanistan, comme l'a expliqué tout à l'heure M. Ali, est un pays stratégique. À la jonction entre l'Asie centrale et l'Asie du Sud et aux portes de l'Europe, il peut servir de porte d'entrée aux investisseurs qui cherchent à pénétrer le marché régional. Le pays a aussi plus de 70% de la population qui a moins de 25 ans. C'est un pays riche, avec plus de 1400 gisements minéraux identifiés. Le pays possède des terres fertiles, mais aussi des pierres précieuses. On pourra aussi notamment noter, donc ce qui a été aussi repris à plusieurs reprises, les différents contrats qui ont été signés avec les sociétés chinoises, notamment pour l'exploration du pétrole dans le bassin d'Amour Daria ou l'exploitation des mines de cuivre à Messeinak. Une reconnaissance permettrait ici le dégel des fonds, une reprise des investissements, ceux qui auront aussi un impact économique et social en réintégrant les jeunes mais aussi les femmes. Une stabilité économique entraînera de facto une stabilité sécuritaire via un programme de démobilisation, désarmement, réintégration. En parallèle, on pourrait aussi envisager une coopération sécuritaire avec les pays frontaliers, l'Iran, le Pakistan ou l'Inde. À terme, l'Afghanistan serait intégré dans de nombreux projets, notamment comme le projet économique régional dont on a parlé tout à l'heure, le projet le projet One Belt, One Road, le projet chinois, le projet américain ou bien le projet iranien. Ainsi, cela permettrait de désenclaver l'Afghanistan, notamment par les différents programmes d'infrastructures ferroviaires. En conclusion, la mise en place d'une gouvernance inclusive permettra une reconnaissance du régime afghan par la communauté internationale, ainsi qu'une normalisation avec l'Union européenne. Il est primordial de garantir la participation réelle des femmes et minorités ethniques et religieuses aux instances institutionnelles et négociations internationales. Les autorités de facto doivent respecter, protéger, promouvoir et mettre en œuvre tous les droits humains, quelles que soient les minorités. Ainsi, l'ouverture économique du pays aux investisseurs étrangers permettra de lutter efficacement contre la crise humanitaire et sociale. L'Afghanistan reprendra ainsi sa place sur la scène internationale. La survie du régime taliban dépend de sa capacité à maintenir la sécurité intérieure tout en favorisant le respect des droits et des libertés de l'ensemble de la population. En contribuant à créer une société plus équitable et harmonieuse où chaque personne est traitée avec justice et respect, les talibans respecteront les principes de l'islam, ce qu'ils défendent constamment. Merci. Merci beaucoup.